a été confronté, comme la ville de Paris, à un orage supercellulaire, donc des orages, avec, des chutes de grêle et des vents, entre Paris et les Hauts-de-Seine autour de 100-110 kilomètres/heure en très peu de temps, avec, des dégâts énormes. Il faut que tout le monde monte dans le train de la transition écologique. Ça, c'est un cheval de bataille important du département des Hauts-de-Seine. On essaye de faire prendre conscience, mais comme je disais, toujours en ayant, en fait, cette idée d'écologie de la réconciliation pour, justement, voilà, qu'on intègre un maximum de gens, dans ces dispositifs pour comprendre les problématiques et se dire aussi que même à son échelle, même à une échelle locale, on peut, avoir un impact, sur la biodiversité ou sur, le paysage ou la nature. Bienvenue sur Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ennakla et toutes les 2 semaines, je vous invite à parcourir la ville et partager un moment avec celles et ceux qui font de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. Bienvenue sur Daily Green. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, on avait eu l'opportunité de pouvoir échanger, je crois, en 2024 sur un tout autre projet. Mmh. Je suis ravi de poursuivre cet échange sur votre activité, sur votre parcours. Oui, Alors ce que j'aime bien demander aux invités, c'est de se présenter et de le faire librement. OK. Eh ben, c'est gentil, merci pour votre invitation. Alors, je m'appelle Anne Marchand, j'ai une double casquette dans le domaine professionnel. D'abord, je suis ingénieure territoriale et c'est un titre qui est assez important pour moi parce que, voilà, depuis, le début de ma carrière quasiment, j'ai toujours souhaité travailler dans le domaine public et dans la fonction publique. Donc aujourd'hui, voilà, je suis, on peut dire ingénieure des territoires, pour les collectivités territoriales et aujourd'hui donc j'exerce, mon métier au département des Hauts-de-Seine. Je suis chef de service et je gère un service, voilà qui est, je trouve assez innovant parce que c'est pas un service qui est forcément toujours représenté dans les directions de la nature et des paysages. C'est un service qui s'occupe à la fois donc de valorisation, de sensibilisation du public à la nature et puis, d'actions, d'événements, voilà, le la politique du département des Hauts-de-Seine, c'est de connecter, les habitants du département à la nature. Donc nous, on est vraiment, sur cette, mission, 1 là. J'ai une deuxième casquette, donc je suis présidente de l'association Ortis. C'est donc une association aujourd'hui alors c'est une association qui est très ancienne parce que l'année prochaine, en 2026, on va fêter les 90 ans de l'association. Donc c'est vrai que je pense que des regroupements, de notre nature, ayant 90 ans aujourd'hui, il y en a pas beaucoup. Et donc c'est une association qui regroupe, les gestionnaires, les responsables d'espaces de nature en ville, et notamment du service public particulièrement et aujourd'hui, c'est le service public au sens large. Donc c'est autant, les collègues qui travaillent en collectivité territoriale que ceux qui ont des fonctions au niveau d'institutions ou, d'administration de l'État. Mais on a aussi des gens qui viennent de la fonction publique hospitalière parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la question de la nature en ville, elle est intéressante et notamment au regard du bien-être et de la santé. Donc on a aussi des collègues aujourd'hui qui viennent de la fonction publique hospitalière, qui travaillent dans des instituts, médico-sociaux et qui peuvent avoir, du patrimoine vert à gérer ou des actions de sensibilisation ou de santé publique aussi. Donc c'est des sujets, nous, qui nous intéressent, particulièrement. Voilà, donc moi j'ai une vingtaine d'années, j'ai pas fait le compte aujourd'hui, mais sans doute un peu plus de je pense que je suis à peu près à la moitié de ma carrière, on va dire, compte tenu des obligations pour les droits à la retraite aujourd'hui. J'ai démarré ma carrière plutôt dans le domaine, technique, donc la maîtrise d'ouvrage, et notamment au début de ma carrière sur, la gestion des arbres en ville. C'est un sujet qui est toujours très important. Ensuite, j'ai élargi un peu mes compétences sur le domaine, des jardins historiques. Ça c'est, les questions de patrimoine aujourd'hui, c'est quelque chose de très intéressant. Très ancré dans notre profession, par rapport à l'histoire, à l'évolution, justement de nos pratiques et puis aussi à la conception et à l'art que peut représenter aujourd'hui, les jardins, ou le paysage. Et puis, voilà, divers sujets sur la gestion écologique aussi, la biodiversité, la conservation de la biodiversité,
et cette évolution aujourd'hui m'amène, je dirais, j'ai changé de métier il y a pas très longtemps et c'est vrai que pour, prendre ce service, que je gère aujourd'hui qui a à peu près, qui a un petit peu plus d'un an d'existence, il y a un mot clé, qui m'est, venu, donc c'est celui de la réconciliation et je dirais que c'est ça qui synthétise un peu ma double casquette, donc entre réconcilier mes collègues et puis, le travail qu'on fait, au sein de l'association, pour, avec les élus aussi pour, la nature en ville et réconcilier aussi, les urbains avec la nature. Ce qui est un sujet, large et vague, enfin pas vague, mais en tout cas très dense, on va dire, sur plusieurs aspects. Voilà, donc c'est un peu aujourd'hui le chemin que j'ai pris et voilà, les valeurs que je défends, dans le métier, aujourd'hui. Vous avez une formation d'ingénieur paysagiste, si je ne me trompe pas. Oui? Hem, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier-là? Alors si on revient un peu en arrière, qu'est-ce qui à un moment donné vous a poussé à mener des études, dans ce domaine? Mouais. Et ben, comment je pourrais, il y a toujours c'est vrai qu'il y a toujours, comment dire? Au niveau familial, sans doute des attaches, au monde rural lequel je viens. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Moi, je suis originaire de Vendée, de l'ouest de la France. J'avais une grand-mère qui avait une collection de dahlias, par exemple, et un grand-père qui était très attaché, en fait, à ce qu'on pourrait appeler, donc bon, il a pris sa retraite bien avant ça, mais à l'agriculture biologique. Il était très attaché, en fait, à son patrimoine naturel autour de sa ferme, notamment, sur la gestion des arbres. Alors c'est sûr que ce genre d'héritage que j'ai pu avoir a développé une certaine sensibilité à ces sujets-là. J'ai grandi aussi, au bord de la mer. Alors ça aussi, c'est un peu particulier, c'est pas le cas de de beaucoup d'enfants ou de gens, mais il se trouve que mes parents, en fait, comment dire? Bah, leur business, c'était d'avoir un camping et du coup, il était vraiment au bord de la mer. Et donc, bah, voilà, l'attachement au paysage, l'évolution des paysages, c'est des questions sans doute qui ont été assez sensibles, quand j'étais plus jeune et c'est vrai que, comme, on habitait vraiment en forêt, en bord de mer, la question de la forêt, c'est devenu sans doute un sujet intéressant et important pour moi, parce qu'après j'ai fait un lycée agricole. Et du lycée agricole, en fait, après, bah, comment dire? La première formation que j'ai faite, c'est un BTS forêt et après, bah, bon, pour diverses raisons, j'ai pas percé dans le domaine forestier. Les milieux naturels m'intéressaient beaucoup plus et le paysage m'intéressait beaucoup plus que de couper ou de vendre du bois. Donc voilà, j'ai pris après un petit chemin, voilà, pour arriver aujourd'hui dans le domaine du paysage. Super. Hem, donc depuis quelque temps, vous avez évolué donc du domaine technique vers plus de responsabilités, de valorisation et d'animation autour des paysages et des espaces naturels. Qu'est-ce qui a motivé chez vous cette évolution, en fait, de passer du domaine technique à quelque chose qui soit plus de l'ordre de la communication, de la sensibilisation? Ouais, c'est tout à fait ça. J'aime bien les gens, en fait, donc au travers de des activités qu'on gère dans notre service, c'est vrai que la relation avec le public, je trouve aujourd'hui, c'est quelque chose de très important dans notre métier, notamment de faire connaître, ce qu'on fait. Tout bêtement, hein, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions qui sont posées, sur la gestion écologique, sur, pourquoi, comment dire? Pourquoi aujourd'hui on voit sans doute un petit peu plus de nature, enfin on voit le gazon plus pousser, on voit, les arbustes qui sont beaucoup moins taillés, donc pour, certaines personnes, c'est sans doute, des changements, par rapport à la gestion qui questionnent. Donc ça, moi, je trouve que c'est des sujets qui sont très intéressants aujourd'hui à rendre, pédagogiques pour le public. Donc expliquer pourquoi, la nature, c'est important, heu, pour ce qui est, comme on dit aujourd'hui, du non humain, donc pour la biodiversité notamment. Donc c'est des sujets qui sont, je pense, important à faire connaître auprès notamment alors moi je travaille vraiment, en milieu très dense, en région parisienne, dans le département des Hauts-de-Seine, donc c'est le haricot comme on dit qui est vraiment collé à Paris.
Donc le département, c'est à peu près aujourd'hui entre 1,6 million et 1,7 million d'habitants. On a des densités de population qui peuvent être, assez similaires à certains pays comme Singapour ou la Corée du Sud, donc des densités de population très importantes. Et ce questionnement, justement de changer, enfin de passer du domaine technique à plus de sur le domaine, de la valorisation et de la communication, je pense que ça s'est fait, enfin cette réflexion je l'ai depuis l'après-covid, où, en ville on a senti que, les habitants avaient vraiment besoin de nature. Alors déjà pour leur bien-être et puis aussi de découverte. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment les 2 idées, que j'aime, développer au sein de ce service. C'est, la pédagogie, à la nature, donc de faire découvrir, des espèces sauvages à des habitants, à cette biodiversité qui est proche de chez soi, qu'on soupçonne pas et qu'on peut voir, de manière assez facile, quand on la rend, pédagogique et puis aussi quand on fait en sorte de protéger correctement les espèces. Et puis, pour soi-même aussi, donc d'avoir accès à des espaces de nature qui permettent de se ressourcer, qui permettent, voilà, de se sentir bien, voilà, d'avoir des moments aussi où on peut se retrouver, avec soi-même. On sait aujourd'hui dans certaines études que, passer, enfin avoir un bain de nature ou en tout cas pouvoir, connaître au moins 30 minutes je crois, par jour, de nature, c'est un bienfait pour sa santé mentale. Si on marche, bah, c'est bien pour sa santé cardiovasculaire, Mmh. Mmh. voilà, donc ça, c'est des sujets, je trouve, qui sont importants et aussi enfin par rapport, justement à la première partie de ma carrière qui était plutôt dans le domaine technique, bah, c'est aussi de rendre pédagogiques nos métiers. Parce que c'est vrai que des fois, on a peut-être, des interrogations, qui sont liées à certaines, méthodes qu'on peut employer, notamment, surtout en ville. On a des gens qui nous questionnent sur la taille des arbres. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on dérange des espèces? Pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on est obligé de le faire? Donc tous ces sujets-là, puis aussi, même, on nous interroge beaucoup aujourd'hui, dans nos parcs, dans les Hauts-de-Seine, sur l'utilisation, voilà, des tondeuses. Est-ce qu'on tonde trop ou pas assez? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser plus, d'animaux, faire plus d'éco-pastoralisme, par exemple? Donc tout ça, c'est des sujets aussi qui sont intéressants à expliquer, Ah ouais. au grand public. Et alors comment ça se matérialise, quel type d'événements vous mettez à disposition du grand public? Et est-ce que c'est seulement à destination du grand public ou vous adressez également aux professionnels? Oui. On a 3 programmes, au sein de mon service. On a un programme, dédié au grand public, donc qui s'appelle Patrimoine grandeur nature et ce programme, il se développe en plusieurs événements et notamment l'événement le plus important au département des Hauts-de-Seine qui est assez connu aujourd'hui. C'est celui qui se déroule, au mois d'avril au parc de Sceaux à l'occasion de la floraison des cerisiers japonais. Donc on a repris une tradition asiatique qui a été importée, comment dire? Du Japon, notamment par des communautés qui célèbrent en fait le hanami, justement, alors que ce soit au Japon ou même en Corée du Sud ou en Chine aussi, donc ces manifestations, elles existent. Donc c'est des manifestations qui sont reprises, pour célébrer le printemps, et comme ces événements, connaissaient, voilà un succès, sans qu'on maîtrise une organisation spécifique il y a quelques années. Vu l'affluence, il a fallu à un moment donné, c'est vrai, organiser un peu l'accueil, puis l'expérience du public, expliquer, justement, pourquoi ces floraisons de cerisiers sont célèbres aujourd'hui et donc on a créé cet événement. C'est notre premier événement de la saison au printemps, donc il se déroule en général entre, le 4 et le 20 avril, tous les ans. Donc les dates, bougent pas À trop, noter. les cerisiers fleurissent toujours à peu près à la même période et donc on en profite pour faire en quelque sorte un festival, justement, de, la sensibilisation aux arbres, de la sensibilisation aussi, à tout ce qui concerne, la politique du département sur sa stratégie nature, aussi pourquoi c'est important de protéger les espaces de nature et puis aussi sur le côté, japonais et asiatique, d'une fête où, la traduction en français c'est «regarder les fleurs», donc c'est quelque chose d'assez contemplatif, donc on propose, des animations et des manifestations, de cet ordre-là. Ensuite, on a une deuxième grande manifestation, qu'on développe là tout au long de l'année et qu'on a appelée la Nuit des parcs.
Donc là, c'est, en termes de connexion, des habitants, c'est, une manifestation où on essaie de développer une programmation de nuit, donc soit au coucher du soleil, en début de nuit ou soit au lever du soleil et c'est une manifestation, qui peut être, enfin nous on l'a envisagé, on l'envisage enfin les manifestations qu'on fait, on les envisage toujours sur 2 pieds, donc sur le côté culturel, donc ça peut être un concert, immersif. Par exemple à la nuit tombée, donc on n'a pas de lumière, on a juste des lumières, juste qu'il faut pour, les musiciens, ou pour, des conteurs qui racontent des histoires aussi en faisant une délibération, une, déambulation pardon, donc quelque chose qu'on ferait pas de jour aussi. Et puis aussi, donc des sorties nocturnes qui sont organisées avec, des écologues. Et avec aussi on a des quelques photographes nature et notamment j'en profite pour citer, Nicolas Davy, qui est un photographe, naturaliste qui travaille beaucoup en ville, et qui fait des photos assez, intéressantes de la biodiversité en ville. Et donc on profite, de voilà, de ces experts, pour essayer d'aller, au plus près de la biodiversité. Donc c'est d'observer la migration des crapauds, voilà, observer ou en tout cas essayer de se dire si on a, des nichés de hiboux par exemple ou comment dire? Observer la chasse, de certaines chauves-souris. Donc ça, c'est vrai qu'on utilise, certains matériels aussi pour écouter ou voir les animaux de nuit et ça, permet, une sensibilisation et un contact assez fort du public avec cette nature justement qui est proche de chez eux. Ensuite on a, au département des Hauts-de-Seine, on a choisi aussi de développer un programme spécifique pour l'éducation à la nature. On est toujours, justement axé sur le côté sensible. Donc ce programme, il reprend, des choses, qu'on fait dans les collèges, notamment de faire la promotion de l'école dehors. Aussi des aires pédagogiques, donc là, c'est plutôt les collégiens qui peuvent se déplacer ou les publics scolaires qui peuvent se déplacer dans nos parcs pour, voilà, apprendre à gérer un espace naturel, ou observer, la faune ou nous aider, au travers d'ateliers de sciences participatives aussi. Mmh. C'est ce qu'on essaye de réaliser et le dernier programme qu'on a dans notre service, c'est un programme, qui s'appelle l'Académie des savoirs jardiniers, donc là qui s'adresse à un public professionnel. On l'a initié, cette année à l'occasion, du nouveau guide de l'arbre qui a été, donc voté par les élus du département au printemps dernier et ce guide, renforce, énormément la protection des systèmes racinaires. On a mis en place un barème aussi de la valeur des arbres, qui est pas celui proposé par Plantécité. On a choisi volontairement d'avoir un barème plus fort, parce que c'est vrai, comme je l'ai indiqué, dans les Hauts-de-Seine, on a une densité puis un renouvellement urbain très important. Donc c'était comment dire? Une volonté aussi du département de montrer son attachement au patrimoine arboré qui existe déjà, de le protéger le plus possible et de le valoriser. Donc on a organisé notamment un cycle de conférences cette année et la dernière séance de ce cycle se déroulera le 27 novembre, avec Plantécité, sur la question, des arbres et de leur cohabitation avec les réseaux. Je fais la pub, mais en même temps, c'est déjà tout complet. Donc, Bon, super. C'est un succès. C'est un succès, tant mieux. c'est un sujet qui ouais, ouais, exactement, qui intéresse beaucoup de professionnels, beaucoup de collègues, ouais. Pour revenir rapidement sur le barème de l'arbre, que vous avez, développé, c'est quelque chose qui est en libre service ou qui est vraiment Oui. dédié à votre service? Pas du tout. Alors justement, on a, la volonté, c'est de partager, de faire de la culture commune, hein. Nous, quand on parle d'académie des savoirs jardiniers, c'est vraiment, une académie, qui peut fonctionner en interne, mais, l'idée aussi, c'est vraiment de promouvoir, tout ce qu'on fait au sein de la direction. Et donc, ce barème, on le trouve sur le site internet, des Hauts-de-Seine, donc, hauts-de-seine.fr. Et on a, tous les liens de téléchargement. Notre guide, se décompose en 4 fascicules. Donc on a un fascicule qui concerne la gestion des arbres, un fascicule pour la plantation des arbres, un fascicule qui concerne, aujourd'hui, une bibliographie, en tout cas les éléments, les plus importants, pour, les questions juridiques liées à l'arbre et le dernier donc, le barème, en lieu, aujourd'hui, qui nous sert effectivement en cas de dommages, causés aux arbres et ces 4 fascicules, sont téléchargeables sur notre site. D'accord, excellent. J'aimerais revenir sur, alors j'ai lu sur le site du département des Hauts-de-Seine que vous touchiez chaque année 3 500 jeunes autour de 250 Ouais. animations. C'est Mmh. un de vos publics cibles. Comment faites-vous pour captiver l'attention
des collégiens, des lycéens sur ces sujets de nature en ville? Mmh. Alors c'est vrai que c'est différents publics, je dirais aujourd'hui en fonction de l'âge, c'est vrai que pour les collégiens, la 1re chose qu'on va leur demander, c'est de couper leur téléphone, c'est de profiter. Si on se connecte à un moment donné, il faut se déconnecter du monde virtuel et puis essayer de se connecter au monde naturel, donc c'est vrai que dans toutes les actions, qu'on mène, sur nos parcs et pour ces publics, de collégiens, c'est ce premier aspect. Mais ça fonctionne assez bien, hein, parce qu'en malgré tout, on a des jeunes qui sont quand même assez intéressés par, la nature, de comprendre comment elle fonctionne, voilà, de participer à des ateliers où ils vont rentrer chez eux en ayant appris, comment fonctionne un arbre, à quoi ça sert, la photosynthèse, voilà, les différentes espèces, qui existent, les problématiques aussi qu'on peut avoir liées au réchauffement climatique. Parce que c'est vrai que pour, les jeunes qui à partir du collège ou même pour les plus grands des écoles primaires, ils ont aujourd'hui quand même une conscience écologique, donc ils posent beaucoup de questions, par rapport aux problématiques de réchauffement climatique, de changement climatique. Donc il s'agit aussi de répondre à ça. Et ce qu'on essaie de c'est vrai, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre les choses, les plus vivantes, les plus sensibles et les plus pédagogiques, possibles. C'est vrai que, moi, il y a un terme de Baptiste, Morisot en termes d'écologie que je trouve intéressant, c'est l'écologie de la réconciliation. Donc c'est ce que je disais, par rapport, à cette partie de ma carrière aujourd'hui, mais c'est des concepts, qui sont intéressants pour permettre de créer justement ce lien à la nature avec, les plus jeunes. Et pour les plus petits, c'est vrai qu'on s'attache beaucoup, donc ça, c'est un projet qu'on va lancer l'année prochaine. Mais on a la chance dans les Hauts-de-Seine d'avoir une histoire assez riche et notamment d'avoir, eu la première re école, de plein air. Donc l'école qui pouvait se faire dehors. Donc avec une pédagogie adaptée, un bâtiment et une architecture adaptée. Donc cette école, elle existe toujours, et elle est, à Suresnes. C'est un site vraiment très intéressant qui est aujourd'hui menacé. J'en profite aussi pour le dire parce que, on a des exemples d'architecture qui datent des années 30 comme celui-ci ou, qui était initialement conçu, pour accueillir des enfants, qui décrochaient, comme on pourrait dire aujourd'hui parce qu'on avait encore le typhus ou on avait encore certaines maladies qui existaient, et donc il fallait accueillir les enfants qui en étaient souffrants dans des structures particulières. Et c'est vrai qu'au niveau de la santé, beaucoup de médecins disaient: «Bah, faire l'école dehors, ça permet justement d'aérer les enfants, de les remettre, en bon état et d'adapter la pédagogie en fait à leur rythme». Et c'est donc j'en profite aussi pour dire qu'il y a un film qui a été fait par Catherine Radosa, sur justement cette école de plein air et on peut comprendre toute la pédagogie qui a été, mise en place, dans ces écoles-là et notamment bah, l'organisation de la journée qui était complètement différente. Alors c'est vrai qu'on pouvait faire des cours le matin, mais beaucoup d'activités après, l'après-midi et dehors. Des jardins adaptés, donc avec, voilà, tout type d'espace, donc des espaces boisés, des espaces enherbés, des espaces où on peut observer, la faune, la flore. Et puis une bibliothèque, qui était attachée en fait à ces savoirs-là, donc une bibliothèque particulière, bon dans les années 30 très liée à la science naturelle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous cette idée-là elle est intéressante. On aimerait en faire profiter, beaucoup plus, les écoles et les collèges, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai on a pu se rendre compte, au travers donc de certains chiffres parfois qui sont donnés, mais que, les enfants connaissent à peu près 500 marques aujourd'hui, mais même pas une dizaine d'espèces, végétales. Mmh, Donc ouais, en partant de ce constat, bon, on s'est dit: «Franchement, il y a quelque chose à faire». C'est pas un sujet aujourd'hui qui est complètement, has-been, comme on pourrait dire. Enfin, je pense que c'est ça. en tout cas, vu, l'intérêt qu'on a par rapport à ces activités-là, voilà, on peut toucher, beaucoup de publics, beaucoup de jeunes, par rapport à ces projets-là. Est-ce qu'il y a une différence de réaction, des plus petits, des collégiens, des lycéens et de leurs parents? Est-ce qu'il y a une évolution générationnelle à votre avis? Est-ce que les jeunes sont plus sensibles aujourd'hui ou pas? Parce que je suis assez positif par rapport à ce que vous dites, j'ai l'impression quand même il y a un certain intérêt. Des enfants, des Est-ce que les jeunes alors moi je pense que,
Bah, au travers des générations, il y a sûrement une prise de conscience qui est beaucoup plus importante chez les plus jeunes, que chez certains adultes, ça c'est sûr. Je pense qu'ils se f en tout cas les plus jeunes se figurent beaucoup plus, hem, les problématiques que crée, le changement climatique, les problématiques aussi liées à l'environnement, donc la pollution de l'eau, la pollution de l'air, tous ces sujets-là. Peut-être moins chez certains adultes ou chez certains parents qui peuvent accompagner leurs enfants, dans nos manifestations. Et c'est pour ça que notre programme, donc on a ce programme qui est vraiment spécifique et notamment avec nos collègues, puisque les départements ont forcément enfin aujourd'hui on a la compétence des collèges, mais aussi de pas mal de choses avec, l'aide sociale à l'enfance, enfin les départements accompagnent énormément de publics, jeunes, dans différents cas et dans des cas aussi qui sont pas forcément toujours très positifs, des périodes de vie qui sont pas faciles pour certains jeunes. Donc ça fait partie, des piliers que le département développe par rapport à ces jeunes et puis pour les publics plus adultes, comme je disais sur le programme qu'on appelle Patrimoine grandeur nature, on essaye de faire prendre conscience, des évolutions, qui se passent près de chez eux, en fait, dans le département. Notamment, comme je le disais par rapport à la nuit des parcs sur les espèces, sur certaines espèces qu'on voit aujourd'hui, mais certaines espèces aussi qu'on ne voit plus. Voilà, dû à aussi à l'effondrement de la biodiversité. Donc on essaye de faire prendre conscience, mais comme je le disais, toujours en ayant, en fait, cette idée d'écologie de la réconciliation pour, justement, voilà, qu'on intègre un maximum de gens dans ces dispositifs pour comprendre les problématiques et se dire aussi que même à son échelle, même à une échelle locale, on peut, avoir un impact, sur la biodiversité ou comment dire? Le paysage ou la nature. Sur la biodiversité, il y a quelque chose, qui est très simple, qu'on rappelle souvent au comment dire? Au grand public qui vient dans nos manifestations, mais ça peut être, par exemple, de faire, ça existe aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui le proposent, mais de faire, des passages pour les hérissons. On sait que les hérissons, c'est Mmh. une espèce qu'on voit très facilement en ville et qui a des problématiques, justement parce que malgré tout, c'est un petit mammifère, mais qui, a une capacité à se déplacer très loin, finalement, par rapport à son gabarit et donc c'est important de pouvoir faire en sorte qu'il puisse passer de jardin en jardin et puis c'est une espèce aussi qui est très intéressante, dans son jardin pour, voilà, les escargots ou les limaces, on dit la même chose pour les chauves-souris, donc accueillir, comment dire? Des chauves-souris, c'est assez facile avec, des gîtes aujourd'hui, qu'on peut installer et comme on connaît aussi des problématiques liées aux moustiques, moi, il y a certains écologues qui nous disent une chauve-souris par nuit, ça mange entre, autour de 700 moustiques, voire peut-être plus, donc c'est ce genre de Impressionnant. pédagogie qu'on essaye de faire passer, auprès du public pour, justement les sensibiliser à tous nos sujets. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de créer peut-être des vocations dans un univers où il y a quand même besoin de ressources humaines? Parce qu'il y a cette volonté d'intéresser ces jeunes à ces nouveaux métiers? Heu, Oui, 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 c'est vrai. Alors ça, c'est vrai avec Ortis, on a un lien particulier justement avec les écoles, ça fait partie, des chevaux de bataille de l'association. Puisque, promouvoir, nos métiers, c'est vraiment une question qui est centrale et puis aussi, comment dire? Faire connaître aussi, comment dire? L'évolution parce que c'est vrai qu'on a des jeunes générations de professionnels qui travaillent pas forcément, de la même manière que nous aujourd'hui, que nos générations. Donc c'est intéressant de comprendre, ce qu'ils ont envie de développer, ce qu'ils ont envie de faire, et de voir si, aujourd'hui en termes d'organisation, il y a des choses, qui peuvent être faites, pour, voilà, enrichir, le management, enrichir l'organisation et puis, développer aussi des compétences et des savoir-faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et
Au niveau professionnel, je pense que l'action qui nous, qui nous motive le plus et qui donne le plus de sens aujourd'hui et de lien intergénérationnel entre les jeunes professionnels et puis, les professionnels, plus seniors, ou comment dire? Intégrés dans nos métiers, c'est les concours de reconnaissance des végétaux. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est très intéressant pour permettre de faire progresser, la compétence et puis, la connaissance, des végétaux qu'on peut utiliser dans les jardins. Il y a on a beaucoup de collègues, de l'association qui font partie, des jurys. Donc ça permet aussi, pour les jurys, d'entretenir aussi sa culture de reconnaissance des végétaux. Et puis il y a plusieurs échelons, donc c'est vrai qu'il y a, comment dire? Un petit challenge, pour se dire, voilà, on peut être, les meilleurs de France en reconnaissance des végétaux pour, les étudiants. Moi, je trouve que c'est un outil qui est vraiment, très pédagogique et qui, favorise l'insertion, qui favorise la connaissance, du métier, des structures entre le privé et le public. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous dans le secteur, public, on est à autour de, 50 000 professionnels. Alors 50 000 professionnels quand on sait qu'il y a à peu près, 36 000 communes, on peut faire le ratio. C'est vrai qu'on n'a pas, comment dire? Des effectifs, pléthoriques aujourd'hui et que l'ingénierie et notamment l'ingénierie de la nature, elle est très concentrée dans les villes et dans les grandes collectivités. Mais bon, c'est important de pouvoir, se reconnaître à la fois dans une structure publique ou dans une structure privée. On partage beaucoup d'actions avec l'UNEP qui organise aussi, qui participe au concours des professionnels et qui organise aussi le carré des jardiniers. Donc ça c'est des voies d'excellence aussi qui sont intéressantes à promouvoir, auprès des jeunes. Parce que c'est vrai qu'après on a, c'est vrai des jardiniers qui sont reconnus dans leur métier pour leur savoir-faire et pour ce qu'ils développent, d'intéressant, pour des propriétaires privés ou des propriétaires, publics aujourd'hui. Donc oui, oui, C'est c'est très très intéressant. important. Et du coup, donc vous êtes, présidente d'Ortis. Heu, Si je ne me trompe pas, vous êtes la première femme Oui, présidente à cette fonction. ouais, Ortis donc fédère les responsables de la gestion, de l'étude, de la conception, de l'animation des espaces de nature en ville. Vous avez dit que l'association a été créée en 1936. ouais, tout Ça à fait, fait, l'année prochaine 90 ans. tout à Donc elle fait. réunit, les réseaux de directeurs, les chefs de service techniques, les ingénieurs, les paysagistes Oui. engagés dans la préservation du végétal, en milieu urbain. Mmh. Comment est née cette association? Et bah, c'est une énigme, et c'est une enquête qu'on Ouais. mène aujourd'hui parce qu'on s'intéresse à nos 90 ans, mais finalement on a juste un nom. On sait que le premier président de l'association, c'est Eugène Le Gravérend, qui était, donc en 1936, directeur, des parcs et jardins de la ville de Rouen. Donc l'association, elle est née en Normandie, a priori. Mais on n'a jamais, en tout cas pour le moment, à l'heure où on se parle, on n'a pas trouvé les premiers statuts déposés. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes d'archives et c'est intéressant, de se repencher et on a un travail justement avec l'association et notamment, des historiens et des sociétés horticoles, qui conservent des archives au niveau, départemental et au niveau de la ville de Rouen. Voilà, d'avoir, quelques archives qui montrent, en fait que, justement Eugène Le Gravérend qui était, donc avant tout qui a écrit beaucoup de choses sur la gestion des arbres et aussi sur, le jardin botanique de Rouen. Il y avait énormément d'échanges à cette époque-là, entre, directeurs de parcs et jardins de différentes villes. Donc ils D'accord. s'interrogeaient sur l'évolution de leur métier, sur l'évolution de leurs pratiques et ce contexte, il est intéressant parce qu'il faut le connecter aussi avec, les écoles qu'on connaît aujourd'hui, notamment, les écoles d'ingénieurs et les écoles, du paysage qui étaient pas du tout organisées, il y avait pas d'école, il y avait pas d'éc on apprenait à dessiner les jardins, mais après tout le savoir-faire de jardinier, tout ça, c'était un peu de la culture orale. Et ces questions se posaient en termes de savoir-faire, en termes de compétences, en termes de développement du cadre de vie aussi. Parce que c'est vrai qu'à partir de 1936 aussi, on a, le cadre, les fondements de l'urbanisme, qui sont posés. On a aussi des lois qui viennent,
enfin qui émergent comme la loi Cornudet, qui, cette loi, c'est, l'ancêtre, aujourd'hui de ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme, mais ils étaient très orientés sur le cadre de vie et l'embellissement des villes aussi et donc de cette époque aussi, est né sans doute, ce qui deviendra plus tard le Conseil national des villes et villages fleuris, qui est une structure aussi, très ancienne. Voilà, tous ces échanges assez riches à cette époque-là ont sans doute conduit, à certains responsables de se dire: «Bah, ça serait bien qu'on se regroupe». Cette association, voilà, ne s'est pas appelée Ortis tout de suite, donc Ortis, ça date de 2012 et c'est donc, Thibaut Bottet, le président d'alors, qui est aujourd'hui le président du Conseil national des villes et villages fleuris justement, qui a proposé ce nom. Mais pendant très longtemps, je pense à partir des années 60, l'association s'est appelée donc l'Association des directeurs de parcs et jardins, nationaux, donc c'était, l'AFDJE, je sais même plus le dire. Moi, j'ai pas connu cette époque-là, mais on a bien fait de changer de nom parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Ortis, c'est, ce terme-là, c'est vraiment le symbole du réseau, du relationnel, de l'échange, et puis d'essayer d'améliorer nos pratiques. On s'oriente vraiment vers, les pratiques, les plus, innovantes et les plus, intéressantes aujourd'hui pour les habitants des grandes villes. Alors, c'est vrai qu'en 90 ans, nos métiers ont complètement changé parce qu'en plus on a connu, depuis presque une dizaine d'années même depuis plus d'une dizaine d'années le zéro phyto, Mmh. la mécanisation, le comment dire? Le numérique aujourd'hui aussi donc Ah oui, c'est bien vrai sûr. que c'est en 90 ans, c'est une Oui, révolution. ah, excellent. Quelles sont aujourd'hui les missions, d'Ortis, durant l'année? On est, aujourd'hui, organisés en délégation régionale, donc on a un programme de journée technique déjà, ça c'est le quand on veut adhérer, je dirais c'est la 1re marche. Donc de connaître, de s'orienter vers, le délégué régional, de s'inscrire auprès de l'association et après donc on reçoit le programme des journées techniques, qui sont développées. On organise entre 35 et 40 journées techniques dans toute la France, par an, donc c'est quand même, on est un réseau de bénévoles, donc c'est un engagement, moi que je salue, tous les collègues qui sont délégués régionaux, qui font partie du conseil d'administration et du bureau, je les remercie toujours, du travail qu'ils fournissent et de l'investissement et de leur engagement pour l'association, parce que ça fait vivre, justement les régions. Ensuite, on a, plusieurs actions, au sein de l'association, avec l'interprofession. Donc c'est vrai qu'on milite dans le même sens pour tout ce qui concerne, plus de nature, plus d'arbres, de faire attention, enfin d'être plus sobre pour la gestion de l'eau. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec, l'Union nationale des entreprises du paysage, l'UNEP, avec Valor, l'interprofession du végétal. Verdir qui représente, les pépiniéristes et puis aussi, je dirais, nos cousins parce que c'est vrai que Hortis a participé à comment dire? À la fondation de Plantécité. Donc Plantécité, c'est aussi, notre centre, voilà d'ingénierie, aujourd'hui qui développe, à la fois des nouvelles techniques, mais qui produit aussi des études, qui, réalise, beaucoup de choses, beaucoup de contenus techniques, justement pour aller dans le sens, des meilleures pratiques. Donc, c'est on est aujourd'hui un tandem assez intéressant. Et puis, le comment dire? L'événement le plus important et qui va se dérouler justement la semaine prochaine à Marseille, c'est notre congrès national, qui se déroule chaque année et qui propose, d'étudier une problématique, importante dans notre profession et pour nos adhérents. Et cette année, on a choisi, l'écologisation des pratiques. Donc c'est vrai que c'est un sujet, on l'a choisi parce que c'est un sujet de débat dans l'association. Tout le monde, voilà et pas, même si on milite pour, comment dire? Améliorer les pratiques, c'est vrai que au niveau de l'écologisation des pratiques, il y a du débat, c'est vrai, Mmh. par rapport à Sur quel certains sujet, par sujets, exemple? mais c'est Sur comment? sur quel sujet? Ah Un bah, on sujet a qui vient en des tête? beau on a beaucoup d'échanges sur, les questions du végétal local, sur la question des plantes exotiques. Sur la question des indicateurs aussi aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on a du mal à comparer une région à une autre, une collectivité à une autre en termes d'efficacité de ce qu'on fait.
Bon, dans le secteur public, c'est vrai qu'on a des questions, liées, justement à des diminutions de budget ou des diminutions aussi au niveau de ressources humaines. Donc on fait très attention à ça et on essaye de mettre en place des indicateurs et avec Plantécité aussi sur, bah, l'efficacité de la gestion qu'on fait et du service que ça rend aux habitants et que voilà, c'est pour les élus souvent qui disent: «Ben, un jardin, c'est plus un coût, qu'une valeur», voilà, on essaye de montrer que c'est pas le C'est cas. pas toujours le cas, ouais, ouais. Donc ça peut aussi faire débat, au sein de l'association. Je dirais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ouais, alors on c'est moi je trouve que c'est une richesse dans l'association. On est différents profils, on a des collègues qui viennent plus de l'horticulture ou du paysage et des collègues qui viennent aujourd'hui de l'écologie. On n'a pas au départ, si on a à peu près le même socle commun d'études, c'est vrai qu'on a des divergences, sur certains, comment dire? Fondements, d'enseignement par rapport à l'écologie, par rapport au paysage. Certains collègues s'orientent plus vers des espaces, de nature, d'autres collègues plus vers du jardin et du paysage. Mais moi, je trouve aujourd'hui que, comment dire? Au sein de l'association, ce qui nous anime, justement, bah, c'est de proposer, des contenus, assez riches et de montrer, en fait, que, les 2 fonctionnent et on peut pas opposer en fait, c'est se tromper de combat, quoi. Si on s'oppose entre nous alors que l'idée, c'est plutôt d'aller au-devant de backlash comme on dit au niveau écologique, c'est plus ça l'enjeu aujourd'hui que de se dire: «On va faire plus de jardins ou plus d'espaces de nature». Les 2 sont nécessaires et il faut qu'on fasse plus, dans chaque cas. Bien sûr. Donc C'est Romaric Pérochot qui nous parlait de ce canal WhatsApp qui vous permettait de ah oui, d'échanger, bah, oui, aussi oui, c'est là où, des c'est un retours vrai lieu de d'expérience. débat. C'est Ouais, hyper ouais. ouais, ah, c'est un lieu de débat, donc très bien, Mmh. c'est bien. Oui, Ouais, oui, ça mais permet de d'enrichir la débat alors discussion. de débat aujourd'hui, je dirais que, constructifs. C'est pas Oui, des bien débats sûr, où on s'oppose, voilà, avec des fermetures de points de vue comme on peut l'entendre dans l'actualité du moment. Mais là, non, non, d'accord. c'est des débats qui sont très ouverts justement et moi que je trouve d'un niveau, voilà, assez intéressant et important parce qu'on dégage des idées, aujourd'hui, intéressantes à mettre en valeur. Typiquement là, l'écologisation des pratiques, le thème du congrès, il est vraiment issu, de nos discussions WhatsApp. Ça, c'est clair, ouais. Excellent, excellent. Hem, En 20 ans de carrière, quels sont les changements, alors c'est peut-être plus une question personnelle, quels sont les changements marquants que vous avez observés dans la gestion des espaces verts urbains? Oui, bah, j'ai eu la chance, de travailler au début de ma carrière pendant 10 ans avec Cathy Bias-Morin, qui est aujourd'hui la directrice, des espaces de nature de Versailles, donc de la ville de Versailles. Quand j'étais à Versailles, moi j'étais responsable du patrimoine arboré et c'est vrai que Cathy Bias-Morin aujourd'hui, elle est connue dans notre métier parce que, c'est une des initiatrices, du zéro phyto et notamment du zéro phyto, dans les cimetières. Ça a été un événement assez marquant de travailler avec elle, dans ma carrière parce qu'on a été vraiment au début de ce chemin d'arrêter, d'utiliser des produits phytosanitaires, d'aller, interpeller, en tout cas de proposer, une évolution de la loi justement à des élus et à notamment, au sénateur Labbé, qui est l'initiateur, de cette loi aujourd'hui, du zéro phyto. Bah, c'est un chemin qui est, assez, comment dire? Enfin qui marque en fait dans une carrière parce que là, c'est vrai qu'on a fait vraiment bouger les lignes et bouger les lignes au niveau national et en termes d'engagement, je pense que si aujourd'hui, je suis présidente de l'association, c'est vrai que l'engagement, que j'ai pu voir, Cathy qui s'est investie par ailleurs dans l'association, des ingénieurs territoriaux, nationale. Heu, voilà, ça permet de comment dire? D'affirmer, ses combats et d'aller au bout avec la volonté, qu'on doit avoir pour qu'ils réussissent et c'est vrai que, ouais, pour moi, Cathy, c'est quelqu'un de vraiment de très important, voilà, qu'aujourd'hui, j'aime profondément et que, voilà, j'aime bien revoir et j'aime bien discuter avec elle pour, comment dire? Aujourd'hui se projeter sur d'autres combats, notamment par rapport à la biodiversité ou notamment par rapport à des retours en arrière qui pourraient aussi, arriver par rapport à ces problématiques de pesticides.
Oui, je pense que c'est vraiment ça, la plus grande évolution que j'ai pu, voir dans ma carrière et puis, bah, ça, c'est le côté positif. Le côté plus négatif, c'est vraiment aujourd'hui, de se rendre compte de ce que, peut être, le changement climatique au travers, de, phénomènes météo, qu'on subit aujourd'hui et qui sont très, déroutants. Hem, Cette année, au niveau du département des Hauts-de-Seine, on a été confrontés, comme la ville de Paris, à un orage supercellulaire, comme on les appelle aujourd'hui. Donc des orages, comment dire? Où on a une inertie, une énergie, développée, incroyable avec, des chutes de grêle et des vents, entre Paris et les Hauts-de-Seine autour de 100-110 kilomètres/heure en très peu de temps, avec, des dégâts énormes. Donc ça, pour le coup, ces évolutions-là, elles sont moi, ça m'interroge énormément sur la pérennité et la résilience de nos espaces de nature. Parce que quand on voit des alignements de platanes qui sont quand même les espèces les plus résistantes, qu'on peut avoir, en termes de patrimoine arboré, bah, là, on voit que ça enfin tout part quoi. C'est assez effrayant. Mais est-ce Heu, que ça est-ce que vous pensez que, on réagit assez vite? C'est-à-dire que finalement, les choses qui sont mises aujourd'hui n'auront d'impact que dans quelques années. Est-ce qu'on réagit assez vite à votre avis, à l'échelle de, du département, à l'échelle, de la nation en fait, j'ai envie de dire? Bah, sans doute qu'on pourrait faire beaucoup plus et beaucoup plus vite, mais les la société est en fait que, il faut que tout le monde monte dans le un maximum de personnes en tout cas pour engager, tout le monde, monte dans le train de la transition écologique. Ça, c'est un cheval de bataille important du département des Hauts-de-Seine. On est un des départements qui a mis en place un agenda 2030, donc avec, justement des ambitions et un engagement assez fort justement à faire en sorte que, le territoire des Hauts-de-Seine, puisse devenir résilient par rapport à plusieurs risques et puisse, comment dire? Permettre aux habitants de vivre, de bonne manière, en ville et avec des espaces de nature. Et puis aussi de veiller aussi à la question du risque. Le risque principal, qu'on peut avoir nous dans le département en dehors des problématiques d'orage, mais qui concernent tout le territoire national, c'est les crues de la Seine. Donc ça et on a une politique assez, importante, sur ce sujet-là. Hem, si, comment dire? Aujourd'hui, c'est vrai que, ce qui m'interroge par rapport à la vitesse à laquelle on doit aller, c'est, les idées qui sont développées aujourd'hui, sur le fait de, comment dire? De se dire que c'est pas si grave en fait, bon, il fait chaud, on va mettre de la clim et bah, il y a des tempêtes, bah, on replantera des arbres, c'est pas grave. Sauf que, moi ça m'interroge, dans le sens où, il faut penser à plus long terme, en fait. C'est ça qui est vraiment, le plus important et c'est ça qui donnera le plus d'impact à nos actions et à nos projets aujourd'hui. C'est qu'il faut se projeter, à 2030 ou à 2050 comme, c'est proposé dans des documents, aujourd'hui, justement de gestion des risques, d'évolution du climat. À l'échelle régionale, les Grecs font un travail, vraiment très intéressant et les agences de biodiversité aussi. On sait grosso modo, même si les aléas on les connaît pas parce que on voit au travers justement là de ces orages supercellulaires qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver et qu'on peut pas prévoir. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment, se questionner aujourd'hui sur son territoire, sur ces échéances-là et puis de mettre, bah, de permettre, un plan d'action, justement qui permette bah, voilà, protéger tous les espaces de nature qu'on peut avoir sur son territoire. Faire l'analyse aussi de la question de l'eau, la ressource en eau, dont on dispose aujourd'hui et de se projeter aussi dans le futur sur, cette évolution. La qualité des sols aussi, parce que c'est vrai qu'en ville, c'est un vrai sujet de maîtriser, la qualité des sols. De faire attention à des indicateurs, comme la qualité de l'air ou, la qualité aussi, la qualité de l'eau. La biodiversité, je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment des indicateurs de terrain,
OK. Voilà, très important à connaître, à maîtriser aujourd'hui et puis de se questionner, d'aller voir, des climatologues. Alors au congrès d'Ortis cette année, on aura la chance d'avoir l'ouverture avec, Serge Zaka, qui est agroclimatologue et qui est assez connu aujourd'hui. Donc il faut, rencontrer, des gens, comme ça. Il faut aussi rencontrer, des gens comme Charlène Descolonges ou, Samuel Bonvoisin, qui développent aussi des concepts intéressants sur l'hydrologie régénérative. Bon sur les sols, il y a Marc-André Sellos qui est assez connu, mais il y a plein d'autres gens, qui, s'intéressent aussi à la science du sol, la biodiversité, pareil. Donc il faut vraiment, connaître son territoire, aller, voir des experts, des grands experts, aller voir, justement, des sachants, pour après, revenir en fait, sur son territoire et adapter tous ces éléments-là, pour sa politique nature aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui est vraiment le plus important et nous, au sein d'Ortis, c'est vraiment, ce qui nous anime, aujourd'hui et c'est s dans ce sens-là qu'on essaye de s'orienter, ouais. Excellent. On arrive à la dernière question, Anne. Si vous aviez à convoquer, 2 personnes, disparues ou vivantes à partager un moment avec vous dans un espace vert, dans un parc de votre département, qui vous inviteriez-vous? Ah oui, c'est une bonne question ça. Et ben, récemment, c'est vrai qu'on a déploré, la disparition de Jane Goodall, mais c'est une scientifique avec laquelle j'aurais vraiment aimé, discuter, parce que, Génial. Mmh. effectivement, c'est une des premières scientifiques, enfin, en tout cas, c'est elle qui est à l'origine de toute l'étude sur les grands primates, donc dire on peut voir là, bon, pas œuvre de féminisme, mais un peu quand même. Elle a été au-devant, justement de grands, professeurs, masculins et puis, voilà, elle a monté aujourd'hui, comment dire? Quasiment une chaire scientifique sur ce sujet-là, donc c'est intéressant de voir comment justement en s'intéressant, à des sujets, au demeurant qui sont pas des sujets qui peuvent être repris, dans la science et dans l'évolution et de voir, justement qu'on ouvre des chemins et qu'on ouvre des portes, de cette manière-là, de manière très douce. Moi, je pense que c'est un peu, mon état d'esprit et la deuxième personne avec qui j'aurais envie d'échanger, là, ce qui me vient en tête, je pense que c'est aussi Olympe de Gouges. Donc là aussi, c'est un personnage au demeurant très féministe, mais pareil, alors bon, elle a été quand même un peu plus révolutionnaire, c'est sûr. Mais bon, c'est des personnages pour moi qui caractérisent, c'est vrai, peut-être un leadership féminin quelque part, assez doux, mais avec une certaine volonté et un chemin qu'on essaye de maîtriser jusqu'au bout, des points de vue qu'on veut faire valoir, justement, dans notre domaine, je pense qui est très masculin, parce que c'est vrai que le domaine du paysage est Celui assez qu'on a masculin recruté. aujourd'hui encore, même s'il y a Mmh. beaucoup de collègues, féminines et notamment je pense, dans les directions aujourd'hui, on a énormément de collègues féminines qui sont responsables, de direction. Mais voilà, c'est ces 2 personnes que je convoquerais, par rapport à ces idées-là. Très intéressant. Donc il y a le congrès de Hortis la semaine prochaine. Oui, Hem, donc à jeudi, rappeler, vendredi à Marseille. OK, donc ce sera le 22, Alors le alors c'est entre 23, 24, 25. OK, Il très y a bien. un Donc post-congrès le samedi. d'accord, donc ce podcast sera publié en plein congrès, je Beh, l'espère. parfait. Heu, où c'est qu'on peut vous joindre, Anne? Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux? Est-ce que Alors oui, moi je suis présente sur LinkedIn, d'accord, avec mon nom, Anne Marchand, tout à très fait bien, et si on a et envie de sinon, au niveau de l'association, c'est contact@ortis.fr. d'accord, et donc pour les adhésions, c'est là où il faut s'adresser? Contact@ortis.fr. Super, Oui, ou sur notre site, Ortis, enfin on nous trouve facilement sur, notre site, ortis.fr. super. Merci beaucoup pour ce temps, Anne. Je vous souhaite Merci une très bonne Hicham, continuation vous et aussi. à très bientôt. On va suivre avec grand intérêt, ben, l'actualité d'Ortis et puis, bah, vos travaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des étoiles, 5 de préférence sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin,
Afin de ne rater aucun épisode, inscrivez-vous à notre newsletter, newsletter.dailygreen.fr. Prenez soin de vous.